Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette participation à cette dernière séance des 17e rencontres d'Espace Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde. Dans le cadre de ces rencontres, Actualité de Marx, nouvelle pensée critique vers de nouveaux horizons de civilisation. Et cette année, nous avons travaillé sur la question de révolution. Vous avez dit révolution. Et dans le cadre de ces travaux, nous avons, enfin, Attila, Pirotte, mon compagne, ont accepté, je dirais, de d'abord nous accueillir pour cette séance, de nous accueillir pour le pot amical qui va suivre, et puis ensuite nous ferons partager une projection d'un film sur et avec Noam Chomsky qui va effectivement intervenir. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Attila, qui, avec Marie-Laure, anime ce lieu. Donc, il va nous parler à la fois de ce lieu, mais il va aussi intervenir pour nous présenter ce livre qu'il vient de traduire en hongrois et qui est fort passionnant et qui parle effectivement de la lutte des femmes dans l'histoire et de celles qu'on a appelées les sorcières. Donc, Attila. Bon, je suis content de participer dans cette série d'événements avec l'Espace Mars et de vous accueillir pour cet événement. Le Théâtre Le Vin, parmi vous, plusieurs de vous, vous connaissez, c'est un lieu qu'on a fondé avec Marie-Laure il y a 11 ans maintenant, un lieu artistique et cosmopolite de proximité, un théâtre associatif qui fait plein de choses, qui propose des ateliers, qui propose des spectacles, qui propose des soirées débats et qui propose il y a cette auto-création qu'on fait tourner, notamment en Matin donc des sujets de société qu'on essaie de traiter au biais du théâtre, de l'art. Et depuis quelques temps, ce théâtre s'est investi dans l'édition en hongrois. Peut-être au fin, si on a un peu de temps, je vais développer ça un peu plus. Pourquoi on a fait ça? La réponse très courte, parce qu'il y a un besoin énorme d'épauler les maisons d'édition en Hongrie qui sont dans une situation assez difficile. Pour lutter contre la pensée unique, on a trouvé qu'on a le moyen de proposer des récits comme le récit de Jean Ziegler sur la violence faite aux frontières extérieures de l'Union européenne dans son livre Lesbos, de l'Europe. Et quand on a proposé ça aux maisons d'édition en Hongrie, ils étaient un peu frileux et donc on s'est lancé nous-mêmes. Et finalement, on a fait une coédition avec l'édition hongroise du Monde diplomatique. Parfois, on a édité des livres tout seul, parfois avec des partenaires, mais cette fois-ci, on est au huitième de nos livres avec Silvia Federici. Et on a, à travers de cette activité d'édition, on a tissé quelques liens qu'on souhaite continuer parce que le besoin est énormément là. Donc, pour notre huitième livre, on a choisi un livre de Silvia Federici qui existe dans une dizaine de langues. Silvia Federici est une autrice, activiste universitaire italienne et américaine. Elle était une des moteurs de mouvements salaires pour le travail domestique en Italie dans les années 70. Et depuis, elle a participé dans beaucoup de projets féministes et aussi écrit des livres. Son livre le plus connu, c'est Caliban la sorcière, euh, qui tisse une histoire de femmes de plusieurs siècles et qui a une profondeur extraordinaire. La chasse aux sorcières est un des sujets les plus importants dans ce livre, mais aussi le corps de femme, comment c'était traité et comment c'est devenu, euh, comment on a clôturé un peu le corps de femme, comment la société a changé le regard sur le corps de femme, des injonctions, et comment le travail euh, reproductif est devenu pratiquement
signé aux femmes et toutes les conséquences. Ces sujets sont traités en profondeur dans ce livre qui a été écrit en 2004. Et quelques années plus tard, en 2018, elle a publié ce livre qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus court, parce qu'on a demandé de faire une synthèse un peu des sujets principaux pour un public bien plus grand. Et donc, ce livre qui a été publié en 2018 en anglais et 2020-2021 en français reprend quelques sujets et élargit un peu aussi le, les études de ces phénomènes, notamment la chasse aux sorcières qui a lieu depuis quelques décennies en Afrique surtout, mais en quelques autres pays aussi. Donc, la deuxième partie de ce livre traite ce sujet. Donc, quand on parle de chasse aux sorcières, de l'image de sorcière, il y a plein de livres qui le traitent. Néanmoins, ce qu'elle appelle génocide contre la femme est un des sujets, selon Federici, qui est le moins étudié par rapport à son poids de l'histoire. Et donc, une étude est nécessaire, une étude féministe qu'elle présente dans Taliban est dans celui-là. Il y a plein de livres, évidemment, sur les sorcières et la chasse aux sorcières, mais Federici a une approche bien différente, bien plus globale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Marie-Laure de temps en temps de lire quelques extraits pour qu'on voit exactement comment Federici formule. Et donc, le tout premier extrait sera pour montrer un peu le but de cette recherche. Je voudrais juste ajouter par rapport à la présentation du levain qu'on a fait tout à l'heure, ajouter que en fait, c'est comme si on avait des thèmes un peu qui nous intéressent et qu'on développe sous forme de théâtre, de programmation, de création, de diffusion, etc. ici à Bègle et à travers la traduction en Hongrie. En fait, c'est un petit peu les mêmes thèmes qui nous intéressent, donc l'égalité, la lutte contre les idées d'extrême droite. Et voilà, et en fait, ça se rejoint, ce qu'on fait dans la traduction et ce qu'on fait ici en termes de programmation. Et par exemple, en mars, l'année dernière, tout le mois de mars, ont été programmés exclusivement des artistes femmes. Donc, il n'y a eu sur le plateau que des femmes pendant un mois. Voilà. Parce qu'il faut bien, à un moment, apporter des lieux d'expression, parce que sinon, c'est toujours déséquilibré, en fait. Voilà ce que j'ai ajouté. Oui, très bien. Désolé, Non, c'est pas grave, j'aurais dû donner la parole moi, je l'ai prise. aussi avant. Donc, le premier extrait va dire un peu en quoi c'est différent l'approche de Federici. La plupart des historiens et historiennes de la chasse aux sorcières, même les plus politisés, se sont limités à des analyses sociologiques. Qui étaient les sorcières? De quoi étaient-elles accusées? Où et comment étaient-elles punies? Ou bien, elle et ils ont considéré la chasse aux sorcières sous un angle limité, la naissance de la profession médicale, le développement de la vision mécanique du monde, le triomphe d'une structure étatique, patriarcale, etc. Ce qui n'a pas été encore reconnu, c'est que, comme le commerce des esclaves et l'extermination des populations indigènes du Nouveau Monde entre guillemets, la chasse aux sorcières se trouve au croisement d'un ensemble de processus sociaux qui ont ouvert la voie à l'avènement du monde capitaliste moderne. Donc, son approche sera vraiment très, très globale quand elle regarde la chasse aux sorcières. Et donc, elle cherche un peu la motivation pour cet phénomène dans l'Europe dans le 15e, 16e, 17e siècle. Et ce qu'il trouve, c'est très intéressant. Elle dit qu'une des motivations les plus importantes, c'est les enclusures. Enclusures. Donc, une privatisation de terres qui a eu lieu pendant plusieurs siècles, notamment en Angleterre, mais en plein d'autres pays. Et en France, c'était surtout avec la hausse des
taxe qui a fait que les gens étaient obligés de vendre leurs terres et donc ils sont devenus pratiquement prolétaires. Une fois que ces terres étaient récupérées, ces terres qui étaient avant utilisées en commun et ont fourni de bois, de nourriture pour chacun. Une fois que c'était privatisé, les gens ont perdu leurs moyens de survie et étaient donc obligés de vendre leur force de travail. Et donc, le prolétariat est né à ce moment-là. Et c'était un processus très, très violent. L'État était derrière avec force pour assurer que la révolte sera supprimée. Mais il y avait beaucoup de révoltes. Et ce qu'on observe, c'est que parmi ceux qui étaient révoltés, il y avait des femmes âgées, souvent des femmes veuves, qui avaient un rôle très important. Federici regarde ça surtout en Angleterre. Et là, il y avait une reconnaissance sociale de ces personnes âgées, des veuves, pour qui il y avait toutes sortes de mécanismes qui ont assuré leur survie. Donc, si une veuve a frappé sur la porte de quelqu'un qu'elle n'avait rien à manger, les mœurs c'était telles qu'on les a accueillis, on les a fait manger, on les a écoutés. Si elle n'avait pas d'hébergement, on l'a accueilli, etc. Donc, ces femmes avaient une standing social assez haut. Et donc, quand avec l'enclosure, il y avait un mécontentement assez général, ils étaient très souvent les véhicules de faire monter, donc, inciter les gens à agir. Et donc, ils étaient vraiment dangereuses pour le pouvoir. Et donc, ils étaient assez vite ciblés comme des personnes dangereuses. L'image de sorcière, très souvent, correspond à ça. Une vieille femme, souvent pauvre, souvent veuve, qui parle beaucoup, qui a des paroles dangereuses. Et donc, il a fallu créer une image pour projeter sur ces femmes et donc les arrêter. Une des autres motivations, c'était qu'avec l'enclosure, les moyens de production agricole a changé. Et ce qui était avant pour une agriculture subsistentielle, donc on a produit pour nous-mêmes, est devenu de plus en plus une production de marchandises, et donc une marchandisation de l'agriculture est devenue la norme. Et troisièmement, la sexualité féminine a changé à cette époque. On voit la chasse aux sorcières et on voit que la plaisir féminine est dégradé énormément. Et il y a une volonté de euh, canaliser la sexualité vers la reproduction de futurs prolétariats. Donc, on relègue la sexualité dans la petite famille. Là, c'est pour satisfaire les besoins des travailleurs et aussi pour reproduire les futurs travailleurs. Et tout ce qui déborde de ça, donc la sexualité non productive comme la sodomie, etc. Déjà, avant, avec les hérétiques, c'était vivifié, mais dans ce moment-là, c'est encore plus le cas. La contraception qui va permettre d'avoir le plaisir sexuel sans cette lutte productive, c'est aussi chassé. Et donc, les femmes, avec leur connaissance des herbes pour la contraception, etc., devient aussi une figure qui est à chasser. Il y a aussi une nouvelle idéal de femme qui se crée, qui est soumise à son mari et qui est chez elle pour faire tout le travail reproductif. Donc, il y a une vraie partage entre le travail productif, qui est pour le marché très souvent, et le travail reproductif. Et le but, c'est que ce travail reproductif soit non payé
Le travailleur peut être payé le minimum et quand il revient chez soi, il y a quelqu'un qui va satisfaire tous ses besoins pour après reproduire son poste de travail et qu'il puisse revenir euh, travailler le lendemain, 10 heures, 15 heures euh, qui est nécessaire. Donc, pour tout ça, pour tous ces changements qui a changé le fonctionnement de la société, il a fallu une énorme violence pour faire ça accepter. Et l'image de sorcière est devenue une des moyens d'achever ce. Donc, il y a le deuxième. Un extrait. Et En punissant la sorcière, les autorités punissaient dans le même temps l'offensive contre la propriété privée, l'insubordination sociale, la propagation des croyances magiques qui supposaient la présence de pouvoirs qu'elles ne pouvaient pas contrôler, et la déviance par rapport à la norme sexuelle qui plaçait désormais la sexualité et la procréation sous l'autorité de l'État. Il ait fallu faire appel au diable pour justifier l'opération reste stupéfiant, à moins de considérer que seule la diabolisation des sorcières pouvait rendre des comportements jusqu'alors tolérés ou considérés comme normaux, odieux ou effrayants aux yeux des autres femmes, pour qui la mort de la sorcière devait servir de leçon pour ceux qui les attendaient si elles s'avisaient de suivre leurs traces. donc, en faisant appel au diable, on avait vraiment des choses totalement absurdes, mais même si c'était des choses totalement absurdes, il y avait un énorme pouvoir derrière, et donc, euh, malgré le fait que autour, les gens savaient que c'était absurde, toute solidarité était énormément punie. Et, on a quelques statistiques. La grande plupart des sorcières étaient des femmes, ou qui étaient boulées comme sorcières, ou exécutées comme sorcières. À peu près 80% étaient des femmes, mais il y avait 20% d'hommes. Et très, très souvent, les hommes qui ont aidé des femmes qui étaient taxées de sorcellerie étaient considérés comme sorcières, et donc ils étaient brûlés. Très souvent, cette solidarité était brisée avec une violence. Quand il y a l'État et l'Église qui font front pour faire passer une telle violence, c'est très difficile de résister. Dans le livre Caliban et les sorcières, c'est un seul exemple dont on a trace où il y avait une résistance contre une grande chasse aux sorcières. Et très probablement, il y avait d'autres cas, juste il y avait pas de. Oui, il y a une question ou. Ah non, pardon. Probablement, il y avait plein d'autres cas, mais c'était pas seulement la société qui était contrôlée, les récits étaient contrôlés aussi. Donc, on retrouve pas les traces, on retrouve pas dans les écrits euh, les raisons qu'elle a respectées contre la privatisation de terres. Il y a plein d'autres choses qu'on retrouve. Donc, très probablement, il y avait beaucoup plus de résistance, mais c'est perdu. Ce qui restait, c'est un cas à Saint-Jean-de-Luz où il y avait plusieurs femmes qui étaient taxées de sorcellerie et les hommes du village étaient absents parce qu'ils étaient euh, ils sont partis pour Pêcher la morue. pêcher la morue. Mais quand ils sont revenus, ils ont pris vent de ce qui se passe, ils ont résisté. Et ce cas est une résistance qui était réussie. Mais très, très souvent, c'était puni. Donc, euh, aux mêmes époques qu'on voit qu'il y a cette privatisation de terres et donc beaucoup de personnes deviennent très pauvres, il y avait aussi le protestantisme qui a installé une nouvelle mœurs qui a pratiquement interdit tout ce qui était donné de l'argent aux pauvres. Et donc, c'était une double peine pour ces personnes. Euh, alors, j'ai pris quelques notes pour résumer
des choses. Donc, notre conception de corps a énormément changé à ce moment-là aussi. Euh, le but, c'était de considérer le corps comme une machine pour le travail. Donc, tout ce qui était pas assez rationnel, comme des pratiques magiques, était n'était pas considéré comme quelque chose à garder. Et, et, la sexualité féminine était vraiment dans ce domaine sur lequel notre vue a beaucoup changé. L'Église a énormément participé, pas seulement dans la chasse aux sorcières après, mais aussi en présentant une idéologie tout autour de ça. Elle cite un livre écrit par deux dominicains qui s'appelle Maleficum. Le, le, ah, bon, un livre qui est probablement le livre le plus, plus, plus de femmes Misogyne. plus misogyne, pas, merci, jamais été. L'Église avait quand même ses propres buts de garder comme un clan totalement masculin était nécessaire pour garder le bien de l'Église sans que s'il y a des enfants qui naissent, ils puissent hériter. Et donc, l'Église et l'État qui étaient en contrôle de la reproduction se retrouvaient très bien et donc ça a mené à une répression des femmes très élevée. Est-ce que tu peux lire le troisième? Oui. Jamais dans l'histoire, les femmes n'ont été victimes d'une attaque contre leur corps si massive, organisée à l'échelle internationale, avec l'agrément de la loi et la bénédiction de la religion. Les tortures les plus sadiques, jamais inventées, ont été infligées au corps des accusés, qui a ainsi constitué un laboratoire idéal pour le développement d'une science de la douleur et de la torture. On retrouve parmi des punitions des choses comme des cages mises autour de la tête de femme avec quelque chose qui tient la langue. Et le moment qu'on essaie de parler, ça va détruire la langue. Donc, on a promené la femme, surtout des femmes, dans le village pour montrer quelle honte sont subis. Donc, c'était à ce moment-là que la parole était pratiquement confisquée des femmes. Au point qu'en 1547, en Angleterre, ils ont écrit une loi qui a interdit que la femme se retrouve pour qu'elle discute ou papote. Et pour leur mari, c'était prescrit qu'ils doivent garder leur femme à la maison. Les mœurs ont énormément changé. Et et, on a des traces de tout ça aussi un peu dans la langue. Dans un essai, elle présente le mot gossip, le mot anglais gossip qui veut dire rumeur, mais qui a une histoire. Au début, c'était plutôt marraine ou des femmes qui étaient très proches des amies femmes. Euh, euh, Au fur et à mesure, la signification de ce mot a changé. Et pratiquement, le but, c'était de dévaloriser cette relation entre femmes. Et donc, on a mis rumeur, une discussion, surtout entre les femmes, qui a aucune valeur ou qui est plutôt On avait dangereuse. même passé la même chose avec le mot commère en français. Et commère, c'était devenu très négatif. T'as donné commérage. Oui, donc c'est très intéressant de voir ce changement de langue parce que on voit que c'était encore un moyen de dévaloriser la femme. Euh,
Concernant cette structure dont j'ai parlé qui a tiré la langue, on le retrouve aussi aux États-Unis, où on a utilisé surtout depuis longtemps en Virginie pour les esclaves. On a mis sur leur tête, on les a empêchés de parler, surtout de transmettre leur langue maternelle et aussi de manger les fruits quand ils ont accueilli. Donc, il y a quelques traces que Angela Davis a écrit dans son livre que la lutte pour l'abolition de l'esclavage et la lutte pour le vote, pour le suffrage étaient parallèles et ils se sont mutuellement aidés. Et donc, on voit que le traitement par ceux qui avaient du pouvoir, donc blanc, très souvent était similaire pour ces deux groupes. Donc, avec tout ça, un nouvel modèle de famille était établi, un pouvoir incontestable du mari. Et donc, il y a un autre livre de Federici qui s'appelle le Patriarche, The Patriarchy of Wage en anglais. En français, le titre, c'est le capitalisme patriarcal. Elle n'était pas contente du tout avec cette traduction. Le titre devrait être le patriarche, la patriarchie du salaire. Pratiquement l'idée que l'homme, avec son salaire, peut exercer un pouvoir sur la femme juste parce que il a un salaire et tout. C'est un motif qui trace aussi le travail de Federici avec son activisme salaire pour le travail domestique. Est-ce que tu peux nous le dire? Oui. Comme Giovanna Franca Dalla Costa l'a souligné dans Un lavoro d'amore en 1978, la violence a toujours été présente dans la famille nucléaire comme un implicite, une possibilité, puisque les hommes, avec leur salaire, ont reçu le pouvoir de superviser le travail domestique non payé des femmes, d'employer les femmes comme domestiques et de punir leur refus de ce travail. C'est pour cette raison que jusque très récemment, la violence domestique n'était pas considérée comme un crime. Parallèlement à Parallèlement à la légitimation par l'État de la punition des enfants par leurs parents, qui fait partie de leur formation de futurs travailleurs et travailleuses, la violence domestique contre les femmes a été tolérée par les tribunaux et la police comme une réponse légitime au refus des femmes d'accomplir leurs devoirs domestiques. C'est dur à lire en fait, c'est réalité, c'est pour ça. Donc, oui, ça c'est donc en Europe, il y a plusieurs centaines d'années, cette transformation est passée. Et une des choses les plus intéressantes dans le livre de Federici, c'était de voir comment elle relie ça aux violences faites aux femmes aujourd'hui, notamment en Afrique où il y a une nouvelle vague de chasse aux sorcières. On peut un peu rigoler que cette croyance s'est très dépassée, mais quand on voit les motivations qui sont derrière ça, on voit que le parallèle qu'on a cité avec l'enclosure et donc la privatisation de terres, c'est très, très pertinent. Elle cite une bonne dizaine de pays en Afrique, mais aussi l'Inde, Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Népal, le Mexique, le Guatemala, où il y a une chasse aux sorcières aujourd'hui ou des violences faites aux femmes qui est très, très proche, au point que elle et des autres activistes ont lancé un site qui s'appelle internationalnetwork.org où on recueille les récits de violences faites contre les sorcières, donc comment les personnes sont désignées et quelles méthodes on utilise. Il y a plein de récits. Donc le problème est de l'actualité, pas maintenant en Europe, mais dans les autres pays qui subissent à peu près la même transformation aujourd'hui, donc privatisation de terres, par exemple en Afrique, que l'Europe a connue il y a plusieurs centaines d'années.
et les violences sont inouïes. Donc, Marie-Laure va lire Ouais. et c'est En vidant de vastes territoires de leurs habitants et habitantes, en forçant les gens à quitter leur foyer, leurs champs, leurs terres ancestrales, la violence contre les femmes est une composante essentielle des opérations des compagnies minières et pétrolières qui déplacent aujourd'hui des dizaines de villages en Afrique et en Amérique latine. C'est l'autre face des mandats des institutions internationales comme la Banque mondiale et les Nations unies, décident de la politique économique mondiale et établissent les codes miniers, et sont, en dernière analyse, responsables des conditions néocoloniales dans lesquelles ces entreprises travaillent sur le terrain. C'est vers leurs bureaux et leurs plans de développement que nous devons d'ailleurs nous tourner pour comprendre la logique qui a amené des miliciens des gisements de diamants, de coltan et de cuivre de République démocratique du Congo à décharger leurs pistolets dans le vagin de femmes ou de soldats guatémaltèques à éventrer au couteau des femmes enceintes, dans ce qu'on continue à décrire comme une guerre contre-insurrectionnelle. Une telle violence ne peut pas naître de la vie quotidienne d'une communauté, c'est de la violence apprise. Elle est forcément planifiée, réfléchie et perpétrée avec une garantie d'impunité totale. De même que les compagnies minières polluent aujourd'hui les terres, les fleuves et les cours d'eau en toute impunité, tandis que les gens qui vivent de ces ressources sont emprisonnés par les agents de sécurité s'ils osent résister. Quels que soient les auteurs directs de ces crimes, seuls des États et des organismes puissants peuvent donner le feu vert à une telle dévastation et garantir que les coupables ne seront jamais traduits en justice. Oui, cette impunité à très haut niveau des violences inouïes sont un peu, on peut localiser ailleurs aussi, donc notamment aux frontières dans les États-Unis aussi bien que l'Union européenne, il y a de violence qui est très très présent et on sait que ce sera impuni. Il y a un organisme qui s'appelle Border Violence Monitoring Network, un organisme qui monitore les violences aux frontières en Europe. Et dans leur récit, que les migrants sont violés ou battus ou remis dans les bateaux sans moteur et relancés dans la mer, il y a plein de récits. Et aux États-Unis, la frontière des États-Unis, on entend beaucoup de choses. On n'entend pas forcément le récit des migrants latino-américains. Ce qu'elle a pris, c'est que les femmes migrantes latino-américains systématiquement prennent des contraceptifs parce que elles calculent que elles seront violées par les militaires qui surveillent les frontières. Donc, c'est une réalité qui est juste. Ce qu'elle conclut, c'est que quand les relations deviennent centrées sur l'argent, et que ce n'est pas l'agriculture subsistentielle, mais beaucoup plus pour le marché. Toute contribution des femmes pour la communauté est évaluée. Il y a, ça peut être aussi une motif pour lancer une chasse aux sorcières. Au Ghana, comme l'a rapporté Jane Parrish, les accusations de sorcellerie naissent du conflit entre les valeurs des commerçantes de village, ce sont principalement des femmes, qui insistent pour que l'argent qu'elles gagnent revienne dans l'économie locale, où elles peuvent voir ce qui en est fait, et celles des hommes d'affaires, spécialisés dans l'import-export, considèrent le marché mondial comme leur horizon économique. Donc, il y a plein de choses très, très dures dont elle parle. Et, comme activiste, évidemment, elle va
souligner aussi les moyens de résistance. Et il y a beaucoup de moyens de résister, beaucoup d'initiatives, notamment à site Inde où il y a un problème depuis longtemps, le meurtre de dot. Et il y a une résistance communautaire qui se montait et avec lequel cette situation a pu changer. Donc, on va sauter celui-là, je crois, parce que le 9 est un peu mieux. La violence contre les femmes ne cessera qu'avec la construction d'un monde différent où la vie des gens ne sera plus rongée au nom de l'accumulation de la richesse. En partant du présent, toutefois, on peut se fonder sur l'expérience des femmes à l'échelle internationale pour voir comment mettre en place une réponse efficace. Face à la progression constante du nombre de femmes tuées dans les meurtres de dot par des maris cherchant à se remarier pour acquérir de l'argent et des biens auxquels ils ne pourraient prétendre autrement, les Indiennes ont lancé dans les années 1990 une grande campagne d'éducation mêlant théâtre de rue, manifestations et sit-in devant les maisons des meurtriers ou devant les commissariats pour convaincre la police d'arrêter les tueurs. Elles ont écrit des chansons et des slogans désignant nommément les tueurs, formé des groupes de quartier et organisé des réunions publiques où les hommes juraient de ne plus jamais réclamer une dot. Les enseignants et les enseignantes sont descendus dans la rue pour manifester contre les meurtres de dot. Donc, ici, on n'a pas de chasse aux sorcières. Il y a d'autres formes de violence contre les femmes. Et donc, on considère que connaître un peu l'origine de cette énorme violence, qu'il y avait une époque quand c'était bien plus grand et après la situation a amélioré. Et on ne brûle pas maintenant les femmes par des milliers chaque année pour être sorcières, mais cette guerre contre les femmes qui a pratiquement changé la situation de moitié de l'humanité en les soumettant à l'autre moitié. Quand on connaît cette histoire, on comprend un peu d'où vient cette violence. Et donc, on va essayer de transmettre ces idées un peu à travers le théâtre aussi, comme ici, parce que c'est un outil très, très puissant. Et on est très content qu'on a reçu une proposition d'un metteur en scène avec qui on a travaillé, un metteur en scène mexicain, qui fait un travail sur féminicide et avec qui on a prévu de faire un stage en octobre prochain. Ouais, il s'agit de Guillermo Navarro. Et donc, on va faire un stage qui s'adresse à la fois à des amateurs et à des professionnels pour travailler sur la question des féminicides. Ce sera pendant les vacances de tout ça l'année prochaine. Et donc, Guillermo a dit qu'il est intéressé de tisser quelques liens avec ce livre, qui sera le deuxième volet mexicain. Sur la couverture, on voit une peinture mexicaine sur une femme qui tient en lien et qui retisse un peu sa communauté. Et donc, dans le livre, Federici parle pas seulement des violences faites contre la femme, mais leur rôle dans construisant la communauté. Son focus est très souvent sur les propriétés communes, les commons. Et donc, il y a plein de choses intéressantes à découvrir dans ce livre ou dans des autres livres de cette autrice. Je recommande vivement. Et je voudrais juste ajouter que cet événement ce soir, il fait suite aussi à un autre événement qui a eu lieu, c'était quand? À Budapest. C'était voilà, mardi et mercredi. Donc, Attila a présenté la traduction au public hongrois dans deux lieux de Budapest. En fait, ça a été très bien accueilli aussi. Et donc, en fait, voilà. C'est aussi pour vous dire qu'on est là dans un échange aussi avec ce qui se passe en Hongrie. Votre présence, ça participe aussi à soutenir cet échange.
Oui, le livre était aussi soutenu par plusieurs, je pense que plusieurs parmi vous aussi. On vous remercie de ce soutien. Un financement participatif était lancé ici à Budapest. Et donc, par ces moyens, on a pu achever ce livre et on continue. Merci à tous les deux. On a un petit peu de temps pour échanger. Oui. Hein. Est-ce qui souhaite réagir ou poser une question? Alors moi, je le dis, hein, je rigole parce que comment est venue l'organisation de cette soirée? C'est Attila qui me demande, qui demande à Espace Mars, en fait, parce qu'on est censé tout maîtriser hein, sur ce qui s'écrit dans le monde du marxisme, y compris à l'étranger. Et donc, en fait, il m'a fait découvrir ce livre et son autrice aussi. Je trouve passionnant, effectivement, tout ce que vous nous avez fait partager. Effectivement, il y a eu, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, une fiction euh, française sur l'histoire des sorcières au Pays Basque et qui reprend l'événement que tu as mentionné tout à l'heure. Il y a eu aussi un film. Mhm. C'est ça. Pays Basque, c'est aussi quelque chose de particulier, parce que la propriété au Pays Basque est stable. Il y a aussi une histoire par rapport aux règles du mariage au Pays Basque, autrefois, sont aussi assez spéciales par rapport, par exemple, si on compare au sud, au Béarn, et au sud de l'Ande, le bon Dieu décrit dans le Ballet des célibataires, l'héritage, effectivement, le père, c'est le fils aîné de la famille qui hérite des terres lui seul. Explique qu'il y a plusieurs fils dans la même famille. Il y en avait un qui partait au séminaire, un qui partait à l'armée. C'est ça. Et s'il y en avait un supplémentaire, souvent il partait à l'Amérique du Sud. Voilà. D'où la présence au Canada, d'ailleurs, et aussi du Nord. Mais voilà, donc, il y a toute une histoire par rapport aux sorcières, effectivement, au Pays Basque, qui est très intéressante à suivre. Alors, le guéri, dans le film, j'ai vu les deux. On raconte la même histoire, la série. Non, c'est pas une histoire vraie, mais ça reste des fictions, et ça reste quelque chose de visuel. Et par contre, le mérite, c'est effectivement de faire connaître au grand public, notamment la série, de faire connaître au grand public cette histoire. Il y a une autre. Notamment aux violences. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus si c'est dans le film ou si c'est dans la série. Mais effectivement, il y a des scènes où on voit comment ils essayent de faire avouer aux femmes qu'elles sont des sorcières, c'est une violence, c'est une violence physique. Oui, c'est juste une remarque par rapport à cette violence physique. Donc, on a, avec la naissance de profession médicale, on m'arrive à la nuit, et on a testé un peu qu'est-ce que c'est la douleur, etc. Et, à l'époque, c'était habituel que les médecins ont pu faire des études de dissection, etc., sur des personnes qui étaient exécutées. Et donc, on voit qu'il y a une énorme hausse d'exécution et la profession médicale était intéressée par avoir plus de condamnés pour avancer plus vite. Et donc, ils ont été mêlés entre justice et science avait des conséquences, avait des conséquences assez graves. C'est à 21h. Une, une deuxième remarque, donc il y avait, selon les estimations en Europe, il y avait autour de 70 000 personnes qui étaient tuées dans les chasses aux sorcières, qui d'un côté est un chiffre énorme, l'autre côté, c'était une terreur tellement efficace qu'avec, en tuant quelques dizaines de milliers de personnes, on a
totalement changé la société. C'était vraiment une efficacité extraordinaire avec les frayeurs qu'on a pu faire avec cette diabolisation énorme. Elle tire quelques parallèles avec d'autres chasses aux sorcières ou chasses aux communistes aux États-Unis ou aux chasses aux terroristes. Cette image qui est disproportionnée comme femme pour briser toute solidarité, ça existe. Donc, elle a une phrase que je trouve très, très poignant. Elle dit que la sorcière était le communiste, le terroriste de son époque. Euh, les récits donc étaient aussi maîtrisés après par le pouvoir, à un tel point qu'aujourd'hui, en Europe, il existe un seul monument pour les victimes de chasse aux sorcières. Et il y a quelques plaques de mémoire, mais une vraie mémorial existe seulement en Norvège, très proche de Cap Nord. Et donc, c'est quand même hallucinant qu'avec cette violence qui a des conséquences pour des siècles après, il n'y a pas de mémorial dans les espaces publics pour vraiment réfléchir un peu de ce C'était publié quand ou quelle banque? Taliban a été publié en 2004 et l'autre, le plus court, c'est la version française, était publié en anglais en 2018. Jean-Dominique, tu souhaitais poser une question, non? Non. Ah, pardon, moi, je peux. Non, pardon, Je allez-y. voulais intervenir sur les élections en Côte d'Ivoire. J'ai vécu en Brousse. J'étais en lien avec des villageois, des villages. Et le phénomène de sorcellerie, entre guillemets, il est aussi bien masculin que féminin. Les hommes, les chefs de village pratiquent les, des tas de choses qui sont en dehors de nos schémas de pensée, liés à un peu la sorcellerie, la manipulation de revenants, de pierres, d'éléments spirituels, etc. Donc, ça fait partie aussi de leur façon de vivre et de leur façon de conceptualiser leur, leur société. En tout cas, dans les villages en brousse. Et donc, ça, on ne peut pas aller. Ils ne sont pas chassés. Moi, je n'ai pas vu de persécution de ces chefs de village et de cette organisation de ces villages qui travailler avec ces concepts. Et donc, le tout, c'est que les Européens les respectaient. Ce qu'elle écrit dans le livre, c'est que ces pratiques, est-ce qu'on les appelle sorcellerie ou pas, ou autre chose, et ça c'est une question, et que les appeler sorcellerie et commencer de chasser, c'était avec l'arrivée des colons. Donc, ce qu'elle écrit, c'est que il y a beaucoup de pratiques des Africains qui étaient enterrés. Il y a une influence des colons, notamment des églises qui sont très présentes, mais surtout la chasse, la persécution, c'est commencé une fois que les colons avaient installé cette forme de pensée. Et c'est vraiment un mélange et pas mal d'autres chercheurs trouve que faire un parallèle entre ce qui se passe en tant que chasse sorcière aujourd'hui en quelques pays africains et ce qui s'est passé en Europe il y a 400-500 ans, c'est trop poussé. Pour elle, c'est différent. Quelques exemples des autres pays où il y a
pas seulement la pratique consacrée à la sorcellerie, mais aussi une violence qui est très liée. Au Kenya, ils ont installé des camps de sorcières où les femmes peuvent aller quand elles sont chassées par leur village. Euh, une commission parlementaire a été montée pour vraiment voir les conditions et pour essayer d'abolir parce que une terre con, c'est quand même invivable. Ils ont pensé. Et quand elles sont allées sur place en discutant avec les habitants, ils ont trouvé que malgré le fait que sont localisés, ils sont contraints par ces conditions. Ceux qui ont quitté, les conditions qu'ils ont quittées est tellement atroce que finalement, ils ont décidé de ne pas fermer ces camps. Euh, il y a elle cite un chiffre entre 1981 et 2001, il y avait au moins 20 000 personnes exécutées en tant que sorcières en Afrique. Donc, le problème est quand même, c'est, même dans les chiffres, on voit que ça peut être important. Martine? Oui, votre récit m'a fait penser au sort des Cathares et de notre région du Sud, de ces femmes cathares qui avaient une égalité hommes-femmes et qui très souvent étaient instruites, éduquées, savaient faire des connaissances sur les plantes en médecine. Et quand Simon de Montfort et autres sont arrivés, ils les ont accusés de sorcellerie ils ont violenté, comme on peut dire dans certains ouvrages. Ça me fait penser à cette période-là aussi, où on les accusait de sorcellerie, ces femmes-là. Elles étaient instruites, elles étaient égales. Oui, tout à fait. C'est la lutte contre les hérétiques a plein de choses en commun avec la chasse aux sorcières. Et oui, quand on regarde des sociétés avant cette grande transformation, on voit que la place des femmes était bien différente. Cet exemple est des bons exemples qui montrent que Elle en parle dans son... Non, elle fait pas référence. je pense que oui, elle parle des Qatars un peu dans le Caliban. Euh, on peut regarder s'il y a, non, dans cette version, il n'y a pas d'index, mais d'après mes souvenirs, oui, elle en parle. Oui, pardon. Il y a d'autres commentaires, questions. Merci. Je ne connaissais pas le film. Je vais le noter. Moi, je trouve que c'est compliqué en fait, de s'habituer à cette idée, en fait, cette découverte qu'elle a faite, Silvia Federici, qui est de lier euh, la condition des femmes, euh, qui reste un peu problématique quand même aujourd'hui en France, mais qui a évolué, mais avec encore beaucoup de problèmes. Et en fait, que c'est lié à en fait, au début du capitalisme, à un projet social et économique très clair, en fait. Et ça, c'est une idée à laquelle on met un peu de temps à s'habituer, en fait. Mais ça montre bien que, il y a toute une idéologie qui s'est mise en place, en fait, pour nous habituer à oublier l'origine
ces inégalités, des violences, etc. Il y a quelque chose qui fait que on ne sait pas très bien d'où ça vient. On se dit, ça a toujours été comme ça, quelque chose de... Enfin non, pas du tout. Au Moyen Âge, avant la Renaissance, enfin, à la Renaissance, les femmes ont presque tout perdu. Il y a eu, c'est clairement lié à l'essor du capitalisme, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'impensé, tabou, non dit, nouveau, voilà, sur lesquels, à mon avis, il faut qu'on creuse, comprendre mieux d'où viennent les violences qui existent actuellement en Afrique et, euh, et aussi les violences qu'on subit encore, subissent encore les femmes aujourd'hui. Voilà, moi, je pense que c'est un nouveau champ, une nouvelle perspective pour les féministes, en fait, et à creuser. C'est intéressant. Oui, c'est dans les conditions qui s'empirent quand il y a des problèmes économiques structurels, la violence faite aux femmes augmente. Mm. Il y a plein d'exemples qui montrent ça. Sans aucun doute. Donc, même si ce n'est pas dans la forme de chasse aux sorcières, ici aussi, si on projette d'ici 30 ans où, avec le changement climatique, l'économie va subir des énormes problèmes, et on peut prévoir que si on n'agit pas en amont, violence faite aux femmes va probablement augmenter aussi. Donc, il y a plein de choses à apprendre de l'histoire et de toutes ces relations, possessions et également. Les crises ont montré qu'il y avait une augmentation des violences faites aux femmes. La crise du Covid est montrée par les chiffres que les femmes ont été victimes de violences incroyables pendant la crise du Covid. Et au confinement, il n'y a pas que d'ailleurs que les femmes, les enfants aussi beaucoup, mais c'est bien Et les guerres aussi. Il y a un article sur les violences faites aux femmes en Russie par les soldats complètement impunis parce qu'ils sont en train de faire la guerre, donc ils sont glorifiés et ils peuvent faire ce qu'ils veulent à la maison. En fait. Ils n'ont jamais. Donc, tous ces crises-là renforcent les violences. Ça entraîne ça. Le prix de pouvoir du capitalisme, c'est aussi une forme de capitalisme, c'est une prise de pouvoir arbitraire qui provoque forcément la certitude des femmes. Très bien. Est-ce qu'il reste, vous souhaitez intervenir? En tout cas, moi, je remercie Attila et Marie-Laure. Franchement, c'est une très, très belle manière de terminer nos travaux pour ces rencontres de décembre. Et ça ouvre un chantier supplémentaire, je dirais, par rapport à tous les autres chantiers qu'on a ouverts. Et merci pour ça. Et j'ai envie de dire, ben, on va terminer de manière conviviale, je dirais, ces 5 journées que nous venons de vivre, un certain nombre d'entre nous. Et j'ai envie de vous interpeller pour cette clôture sur le fait que, comment dire, les choses, je l'ai un peu dit dans mon intervention cet après-midi, mais je vais le redire. Euh, il se passe plein de choses à l'occasion de ces rencontres. On a beaucoup d'amis, de collègues, de chercheurs, d'universitaires, de militants qui travaillent pour la réussite de ces rencontres, mais qui travaillent en produisant, je dirais, ou en nous proposant de partager un certain nombre de connaissances sur ce qui se passe, sur la connaissance de notre société, de notre monde, et qui permettent d'avoir quelques outils, quelques éléments de connaissance. Ils viennent certainement pas nous dire ce qu'il faut faire, ils viennent certainement pas nous dire ce qu'il faut penser, ils viennent nous donner des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons et aussi des raisons, je dirais, de peut-être
de reconstruire un espoir qui nous fait quelquefois défaut, surtout dans des périodes où on voit le risque de guerre globale possible, aux portes de l'Europe, pas très loin, aux portes de la Méditerranée, avec des risques d'explosion avec des conséquences extrêmement dramatiques, non seulement pour ceux qui sont déjà en guerre, mais potentiellement pour tous les peuples qui ne sont pas très très loin. On voit aussi la difficulté que l'on a avec la montée des extrêmes droites en Europe et dans le monde. Enfin, je veux dire, Netanyahou au pouvoir en Israël, Trump qui vient de se faire réélire aux États-Unis, Marine Le Pen qui frappe à la porte de manière c'est assez brutale, Orban en Hongrie. Mais dans beaucoup de pays, on voit émerger, je dirais, c'est Gramsci qui disait que dans les périodes de crise intense, énorme, on voyait à la fois émerger des possibles nouveaux, mais aussi des monstres assez terribles. Et donc, on est dans cette période d'entre-deux où peut-être qu'il faut essayer de, si l'on peut, hein, et à la mesure chacun de ses moyens, contribuer, je dirais, à ce que disait Vincent, notamment cet après-midi. Euh, il faut qu'on ressource un petit peu l'espoir, pas simplement pour l'espoir en soi, mais parce que oui, il y a vraiment des possibles alternatives, il y a des alternatives possibles, et qu'elles dépendent, chacun à sa manière, je dirais, de la petite pierre qu'on peut apporter à cet édifice, mais surtout qu'on soit en capacité d'écouter les autres, hein, qui nous signifient un certain nombre de choses au travers quelquefois d'actes qui évidemment nous font un peu peur. Euh, Lorsqu'ils utilisent certains bulletins de vote ou lorsqu'ils ne disent plus rien dans le champ politique, par l'abstention entre autres, il faut qu'on se mette en capacité, partout où c'est possible, d'être un peu mieux à l'écoute, je dirais, du cri des personnes blessées que ça révèle. C'est-à-dire quand c'est Marx qui disait oui, la religion c'est l'opium du peuple, mais c'est aussi le soupir de la personne, de, de- de- de la personne opprimée, de la personne en souffrance, de la personne en difficulté. Et voilà, il y a tout ça qui frappe à la porte. Et voilà, sur ces paroles, mais écoutez, moi je vous remercie d'avoir participé à ces travaux, de participer à cette soirée, peut-être de faire connaître aussi le théâtre du Levain qui a accepté ce partenariat là, de dernière minute. On va partager le verre de l'amitié et puis ensuite, puis quelques nourritures plus terrestres en Quelques tapas remerciant d'amitié aussi. nos amis du théâtre d'avoir préparé ce petit encas, entre guillemets. Et puis on terminera la soirée avec la projection du film qui nous a été aussi proposé par Marie-Laure et Attila, justement pour découvrir ou redécouvrir un petit peu Noam Chomsky et un certain nombre de propositions, d'analyses qu'il nous fait. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Peut-être une invitation pour celles et ceux qui n'ont pas encore laissé leurs coordonnées pour que nous puissions éventuellement partager nos initiatives. Et la lettre d'Espace Marx, par exemple, vous pouvez aussi laisser vos coordonnées pour ceux qui ne sont pas des habitués du théâtre du Levain à Attila et à Marie-Laure pour qu'ils puissent vous envoyer leur petite lettre d'information. C'est un partage de bonnes pratiques. Et merci encore. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, éventuellement, vous pouvez à la fois ou soutenir le théâtre ou soutenir l'association Espace Marx qui est ouverte à tous. Et en tout cas, tous ceux qui veulent participer à ce travail de fourmi insuffisamment utilisé, je le dis. Et j'espère que pour nos prochaines initiatives, voire nos prochaines rencontres, nous aurons plus de monde. Mais vraiment, je vous le dis, hein, on n'est plus à la période où les intellectuels venaient distribuer la bonne parole pour essayer de vous convaincre de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, penser ou ne pas penser. C'est vraiment de toute autre chose qu'il s'agit et je vous invite à le faire partager pour ceux qui l'ont déjà vécu. Merci, bonne soirée et à bientôt.
Merci beaucoup.